Je vais procéder aujourd'hui à l'analyse linéaire du Dormeur du Val. Allez, c'est parti. Tout d'abord, nous pouvons dire que Les Cahiers de Douai est un recueil un petit peu particulier de Rimbaud, que celui-ci a écrit ou recopié en partie lors de ses fugues entre Charleville et Douai aux alentours de 1870. Tout de suite, sa poésie se présente comme une poésie de la sensation, du sentiment, du rapport immédiat aux choses et au monde. Il n'est alors qu'un adolescent âgé de 16 ans qui souhaite s'émanciper de sa famille, de sa ville, mais également de ses modèles littéraires qui l'ont façonné. Le recueil devient ainsi un véritable hymne à la liberté. Notre poème s'intitule Le Dormeur du Val. Il nous présente un soldat qui semble endormi dans un cadre naturel apaisant. Cependant, la chute du poème présente la mort et surtout un retour brutal à la réalité de la guerre franco-prussienne qui agite la France en 1870. Nous allons alors nous demander comment dans ce sonnet les euphémismes utilisés pour dévoiler progressivement l'état du soldat soulignent-ils en réalité donc l'indicible horreur de la mort ressentie par le jeune poète. Nous pouvons découper ce sonnet en 3 mouvements. Le premier, constitué par le premier quatrain, permet de faire la description du cadre naturel enchanteur. Le second, des vers 5 à 14 jusqu'au terme tranquille, permet la découverte puis la description de ce soldat. Et enfin, le troisième mouvement très court ne sera constitué que de la fin du vers 14 et constituera donc la chute du poème. Procédons à l'analyse du premier mouvement, donc de ce premier quatrain. Ce premier quatrain nous présente un cadre naturel qui va s'animer sous nos yeux. En effet, le cadre naturel est mentionné grâce au champ lexical de la nature, avec les termes verdure, rivière, herbe, soleil, montagne ou val. Et il s'anime grâce notamment à la présence des personnifications, chante une rivière follement ou montagne fière, ou d'ailleurs l'adverbe follement ou l'adjectif fier vont donner une dimension festive à ce paysage. En réalité, dans ce premier quatrain, Rimbaud souhaite faire une définition du paysage qu'il est en train de traverser. C'est pourquoi il emploie dès le vers 1 un présentatif, c'est. Cependant, cette définition a une dimension lyrique, personnelle, très subjective. Cette dimension lyrique va être rendue par les références à la musicalité et à la luminosité du paysage. Cette musicalité est perceptible à travers des verbes comme chante, ou alors à travers des répétitions sonores comme les allitérations en D aux airs des haillons d'argent. La luminosité, quant à elle, est rendue par la présence des termes comme d'argent, soleil, lui ou rayon. On voit que l'élan lyrique qui lui permet de décrire ce cadre naturel, semble déborder un petit peu le jeune poète. Ce débordement lyrique est perceptible à travers notamment les rejets du vers 3 et 4 d'argent et lui, comme si le vers était inapte à contenir l'intégralité de l'émotion. À la fin du poème, il cherche à se recentrer et donc à redéfinir de façon plus synthétique le cadre naturel qu'il traverse. On observe à nouveau l'emploi du présentatif « c'est » et une phrase plus courte, c'est un petit val qui mousse de rayons qui va permettre de redéfinir ce cadre de façon vaporeuse, légère, lumineuse. Légère grâce à mousse, lumineuse grâce à rayons et puis un petit côté peut-être mignon avec l'adjectif petit. Le deuxième mouvement s'ouvre donc sur le second quatrain et va permettre au lecteur de découvrir le soldat. Dès le vers 5, avec le rythme ternaire, un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, le poète nous présente les principales caractéristiques de ce soldat. Le champ lexical du corps, bouche, tête, nuque, nous permet de décrire le haut du corps de ce soldat. La présence de la conjonction de coordination « et » va tout de suite infléchir le sens de cette description, faire une sorte d'ajout, car en effet, on est passé dans le premier quatrain, donc dans le premier mouvement, à une nature apaisante, lumineuse et musicale, et ici, notre soldat est placé dans un lieu, grâce au complément circonstanciel de lieu dans le frais cresson bleu, un lieu froid, comme on le voit avec l'adjectif frais, mais aussi la couleur bleue, qui est elle-même une couleur froide. En réalité, l'infléchissement observé est lié au fait que le soldat n'est pas endormi, mais qu'il est mort. Cependant, cette mort n'est pas dissible, c'est-à-dire que le poète ne peut pas évoquer directement, frontalement, cette notion de mort.
On le voit notamment en effet avec l'insistance sur la dimension du sommeil, qui était déjà perceptible dès le titre du poème, Le dormeur du Val. Ici, on observe la présence du verbe dort où il est étendu, du lit vert ou encore de la répétition du verbe dort ou de l'expression il fait un somme. Cette insistance sur le sommeil, comme si le poète cherchait à se raccrocher à cette idée que le soldat dort et non qu'il est mort, va s'opposer aux indices véritables de la mort. En effet, ce soldat est pâle comme un enfant malade, il est dans la lumière qui pleut et non plus qui est joyeuse, qui éclaire le paysage de façon positive. Il a les pieds dans les glaïeuls, c'est-à-dire dans des fleurs que l'on dépose sur la tombe d'un mort, et il n'est plus animé de ce souffle vivant et chaud puisqu'il a froid. On voit que le poète cherche désespérément à se raccrocher à des idées positives de sommeil et d'apaisement. On le voit notamment grâce au contre-rejet, souriant comme le mot sourire renvoie à une dimension positive et il annonce donc une comparaison. Cependant, cette comparaison est laissée en suspens puisqu'on est à la fin du vers et qu'il s'agit donc d'un contre-rejet et la réalité de la comparaison, souriant comme sourirait un enfant malade, va permettre au contraire de montrer la dimension négative de ce portrait en le rapprochant de l'adjectif pâle. Le soldat semble malade, semble mourant, comme un enfant malade. Donc, le poète va faire appel à la nature pour lui demander sa bienveillance. Il l'apostrophe nature et lui demande à travers l'impératif, donc de bercer chaudement le soldat avec cette opposition entre chaudement et froid pour montrer que le soldat a besoin de la bienveillance protectrice de cette nature. Plus on avance dans ce deuxième mouvement et plus l'idée de la mort se précise. En effet, donc dans la fin de notre texte, dans le dernier tercet, malgré l'insistance encore sur le sommeil, avec la répétition de ce verbe « il dort », ou avec le fait que ce dernier tercet est écrit comme un acrostiche avec les lettres L, I, T qui permettent de définir le mot « lit », donc à ce moment-là du texte, on sent que ces indices de la mort sont de plus en plus présents, notamment avec la présence ici de la négation « ne pas », qui vient nier un verbe au présent de l'indicatif et qui montre que donc le soldat n'est plus animé par les sensations, les parfums ne le touchent plus, ou encore l'adjectif tranquille qui est rejeté et qui qualifie en réalité poitrine. Si sa poitrine est tranquille, c'est qu'elle ne bouge plus parce qu'il n'est plus vivant. Dans ce dernier tercet, nous observons aussi que le poète décrit notre soldat avec quelque chose d'assez solennel, une position du corps assez solennelle avec la main sur la poitrine. Enfin, le troisième mouvement, constitué uniquement du vers 14, permet d'introduire une chute brutale dans le poème. En effet, il a 2 trous rouges au côté droit et constitué par un euphémisme qui va évoquer la blessure mortelle qui a atteint le soldat, les 2 trous rouges évoquant les 2 balles de fusil. Et cette chute va nous inviter en fait à relire l'intégralité du poème pour repérer dès le début, dès le vers 1 donc, les indices de cette mort annoncée. Si on prend notre vers 1, nous observons par exemple que nous avons la répétition du terme trou. Sauf que le premier trou permettait de décrire le paysage. Ici, le trou est le trou qui a affecté le soldat mortellement. Si au départ nous avions un trou de verdure, ce trou de verdure a été contaminé par le sang, il est donc devenu rouge. Nous avons une sorte d'effet de bouclage du vers 14 au vers 1 ou du vers 1 au vers 14 qui nous invite donc à revoir les différents indices de cette nature apaisante, notamment dans le premier quatrain. On a déjà vu donc que le trou pouvait évoquer donc de façon familière à la fois donc le paysage, mais également une tombe ou la blessure mortelle du soldat. Et nous avions cette image poétique des haillons d'argent qui pouvaient évoquer les vêtements déchirés du vagabond, du poète vagabond déambulant dans cette nature apaisante, ou une manière de décrire l'herbe de ce petit val qui mousse de rayons. Il peut aussi s'agir de l'uniforme du soldat qui a été déchiqueté par la guerre. Enfin, la mousse du petit val qui mousse de rayons a quelque chose de vaporeux, d'agréable et de léger, mais peut peut-être aussi évoquer l'écume qui sort à la commissure des lèvres des agonisants. Pour conclure, on peut dire que l'implicite et les euphémismes employés dans ce poème soulignent en réalité la difficulté à évoquer la mort pour le jeune poète. Ils montrent son malaise. La rupture entre cette nature censée être apaisante, joyeuse, et l'horreur de la mort qui la contamine dénonce la guerre.
sa violence, mais également sa folie. L'émotion qui vient directement du paysage est d'une certaine manière contrecarrée par cette mort qui surgit au détour du chemin. On pourrait rapprocher ce texte d'un personnage célèbre de Shakespeare, le personnage d'Ophélie qui a été souvent représenté en tableau. Il s'agit de la fiancée d'Hamlet qui, face à la folie de son amant, va se suicider en se noyant dans le fleuve et qui est souvent représentée morte, les cheveux baignant dans le fleuve, dans un écrin de verdure. Ce qui est intéressant ici, c'est de montrer que le soldat comme Ophélie sont des personnes qui sont mortes à cause de la folie des hommes. Pour terminer, vous pouvez aller voir d'autres vidéos d'analyse linéaire. Allez, à bientôt!